Donc, petite vidéo pour parler du vrai amour. En effet, vous avez pu connaître des relations amoureuses, vous avez pu être aimé passionnément et follement, mais rien n'est égalable dans sa pureté et dans sa force que l'amour que vous pouvez recevoir de votre enfant. Et ouais, et ça pour trois principales raisons. Raison numéro 1, l'enfant ne ment pas, l'enfant n'est pas en capacité de mentir sur ses sentiments. Il a une phase d'innocence, il n'est pas encore rentré dans une phase plus sérieuse, plus politique de son développement, donc au bas âge c'est quelque chose de très fort. L'enfant ne ment pas, l'enfant ne triche pas, il t'aime à fond, mais à fond de chez à fond. Point numéro 2, il y a une relation particulière. Cet être humain que tu as en face de toi a 50% de ton patrimoine génétique. Si le mélange a été bien fait, il aura ton visage, ton regard. Et donc tu auras en reflet, en miroir, un mini-toi avec un petit peu de la personne que tu aimes. Voilà. C'est-à-dire que tu as la personne qui t'aime le plus au monde en face de toi, ton enfant, avec la moitié, la deuxième personne qui t'aime le plus au monde, normalement, le parent de cet enfant. Je dis bien normalement, parce que bon, aujourd'hui on est dans des sociétés de déglingués. Le deuxième point, troisième point plutôt, c'est qu'il y a cette relation aussi de dépendance. L'enfant étant limité dans son savoir et dans ses capacités, tu es, comment dire, on est sur un univers très restreint dans lequel tu es le centre. Un petit bébé, les nichons de sa mère, c'est ce qui lui permet de vivre. Instinct de survie et tout le cookie team, comme on dit. Tu vois un peu? Donc ouais. Vraiment, c'est une sensation unique. C'est une sensation... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Et même si c'est violent, quoi. Tu as eu une journée de merde, tu rentres du boulot, tu pues, t'es sale, t'es claqué. L'état, si tout se passe bien, hein, je parle dans des cadres normatifs, hein, ne nous emmerdons pas la vie. Tu as cet être humain qui, quoi qu'il est arrivé aujourd'hui, s'en fout. Tu es là, il est heureux de te voir, il t'aime. Il veut te donner de l'amour à sa façon. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, quoi comment ça se passe. Et ça, c'est d'une force. Pardon de le dire comme ça, mais d'une force. Tu ne peux pas t'en rendre compte. Vraiment, tu ne peux pas t'en rendre compte. Pas t'en rendre compte, c'est tellement fort, c'est tellement... Voilà, c'est très difficile à décrire, mais tu dois savoir que c'est total. Et il y a ce truc assez spécial aussi pour te décrire, c'est les battements de ton cœur. Enfin, surtout quand l'enfant est très petit, tu le prends contre toi, tu le mets contre ton cœur. Rien qu'au battement du cœur, ça va définir comment va l'enfant. Si tu te détends, qu'elle te calme, tu le sens, mais se détendre, se lâcher littéralement, c'est d'une beauté, c'est d'une force. Après, je peux concevoir, des fois c'est terrifiant, quoi. T'es là, tu te dis, mais putain, comment je vais faire avec cet enfant qui m'aime tant, quand je vais le laisser à la crèche ou à l'école, quand je vais devoir m'absenter, que c'est quelqu'un d'autre qui va l'occuper. Et c'est aussi pour ça que c'est des fois difficile, les séparations entre les enfants et les parents, notamment le jour de la première rentrée. Parce qu'il y a cette force du sentiment qui fait que ça part en cacahuète, hein. Ça part en zouze, comme on dit. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose. Je suis toujours à la recherche de littérature sociologique sur ces choses-là, sociologique, ethnologique, anthropologique, pour voir, mais ce lien existe aussi dans le monde animal. Cet instinct maternel, comme on dit, parental, c'est très intéressant parce que ce genre de comportement et de sociabilisation on le retrouve aussi chez les animaux. C'est pour ça que je vous invite toujours à regarder les documentaires animaliers, vous intéresser au monde animal, parce que le monde animal nous éclaire énormément, parce qu'on oublie un truc, nous sommes des putains d'animaux. Diaspora juive est-elle un modèle pour
la diaspora africaine. En effet, les Juifs sont en diaspora à partir du 1er siècle, quand les Romains font un petit peu de nettoyage dans la Palestine romaine. Et c'est une diaspora très intéressante, parce que elle s'est essaimée un peu partout ce contour méditerranéen au départ, ce qui a donné deux branches du judaïsme, les Ashkénazes et je ne sais plus. Mais ces deux branches sont très particulières. Il y a une branche plus européenne, plus Europe de l'Est. C'est de là qu'est sorti notamment Einstein et nombre de scientifiques qui ont révolutionné les sciences et le prix Nobel. Et une branche plus au sud, plus les juifs algériens, les juifs d'Afrique du Nord, qui ont donné des commerçants, des artistes, par exemple des Patrick Bruel, des Michel Boujna, viennent de cette branche-là du judaïsme. Et pourquoi c'est un modèle pour les juifs, pour les noirs, pour la communauté africaine? Ben, pour une simple et bonne raison, c'est que cette diaspora relève de tout ce qu'il faut. Premièrement, elle a dans ses rangs des éléments brillants. Ces éléments brillants ont, par leur talent, réussi à obtenir des places importantes dans les pays où ils sont. Institutions financières, culturelles, politiques. Et cette importance fait que cette communauté est respectée et crainte. Et ouais, tant que notre diaspora produira des footballeurs et des humoristes, les diasporas africaines produiront des footballeurs et des humoristes, bon, c'est bien, mais quand tu produis les mecs qui tiennent la moitié des plus grosses banques du monde, bon voilà, c'est pas le même pouvoir quoi. C'est qu'à un moment, quand tu dois faire défendre les valeurs de ta communauté, c'est pas oublier. Et ça, c'est pas du racisme, pas du populisme, c'est de se dire qu'à un moment, nous sommes une diaspora, nous sommes fortement structurés, et donc, vu que nous sommes fortement structurés, nous faisons communauté, et qu'à un moment, c'est bien, on s'est intégré dans les pays où on est, mais à un moment, on reste en première identité, en premier étage, juif ou africain. Et c'est ça que doit comprendre la diaspora africaine. Sa diaspora africaine peut avoir un très grand rôle dans le développement et dans l'évolution des choses pour les conditions des Noirs dans le monde. Il ne faut pas oublier que le panafricanisme est né dans la diaspora. Il ne faut pas oublier que les mouvements décoloniaux sont nés et ont été vraiment accentués dans les diasporas étudiantes notamment. Il ne faut pas oublier tout cela. Et malheureusement, ça s'est cassé. C'est-à-dire que si on a une diaspora africaine forte, qui consomme africain, c'est-à-dire avec des réseaux, c'est-à-dire par exemple le Niégbé, qui est le haricot local. On a une diaspora forte qui crée un réseau de A à Z, c'est-à-dire le producteur africain vend à la diaspora et la diaspora se gère de toute la logistique. Le mec qui vend son Niégbé à la diaspora le vendra tout de suite toujours plus cher qu'à des gros vendeurs, que les vendre à bas prix au marché parce que personne ne peut les acheter ici. Et puis éventuellement avoir une création d'une industrie agroalimentaire autour de ça par la diaspora. Intellectuellement, les diasporas peuvent financer les recherches historiques, scientifiques sur l'Afrique. C'est un des énormes problèmes de l'histoire africaine, c'est qu'on manque de moyens pour l'archéologie. Voilà. Donc on a des diasporas qui financent, qui mettent en avant ces fouilles et ces résultats. Boum, on fait avancer la cause africaine, l'histoire africaine et tout ça. On doit avoir des diasporas qui font que la communauté africaine est crainte, est respectée, est forte, et des assises économiques. Enfin, tout ce que fait la diaspora juive. C'est clair que c'est difficile de dire pour un Africain qu'il a des modèles. Parce que pendant des années, on vous a vendu des modèles qui étaient tout pétés. Mais là on est bien. Là on est bien. Là on est bien, on peut faire quelque chose d'intéressant, faire avancer la cause africaine, faire une convergence des luttes envers tous les afro et afro-descendants. Et là on casse les culs. Largement. On casse des chèques dans le sens le plus large du terme. Alors, aujourd'hui, élite et perversion. Alors déjà, il faut définir qu'est-ce qu'une élite. Une élite est ce qui est au-dessus de la mêlée dans un pays. Ce sont ceux qui détiennent les grands capitaux et les grandes décisions, que ce soit dans le monde
politiques, c'est dans son sens premier, hein, les élites politiques d'un pays, les élites économiques qui jouent un rôle tout aussi important, parce que si tu n'as pas de grands capitaines d'industrie, si tu n'as pas de grands chefs d'entreprise, bah, ton pays ne tourne pas. C'est pour ça que les pays africains ont énormément de difficultés, parce qu'ils n'ont pas de grands capitaines d'industrie ou de grands patrons qui embaucheraient des centaines de milliers de personnes. Nous avons aussi tout ce qui est élite culturelle, celle qui détient le pouvoir culturel, le pouvoir de produire culturellement, et aussi pouvoir de, comme il crée de la culture, il crée de la norme. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des élites qui sont victimes de 3 grands poisons, et même certains sont victimes de ces 3 poisons en même temps. Le premier parasite, qui n'est pas des moindres, est le nomadisme mental. Ce sont des apatrides intellectuels, des mondialistes et vertueux, beaucoup d'élites, notamment dans l'Union européenne, s'en foutent de leur pays. Leur pays pourrait crever pour la construction européenne. Et ça, c'est problématique. Parce que si nos élites ne sont pas souveraines, si nos élites ne pensent pas en termes de logique de notre pays, ça pue. Parce qu'ils penseront pour les logiques de l'étranger, ils travailleront pour une partie de l'étranger, et foncièrement, ça n'aide pas. On a tous ces chefs africains occidentalisés, formés, qui ne jurent que par l'Occident. Ce n'est pas bon. Parce qu'ils plaquent sur leur pays des logiques qui marchent bien en Occident, mais qui ne marcheront peut-être pas foncièrement, sauf grande adaptation sur les pays africains. Le deuxième problème est le problème de la drogue. Si aujourd'hui nous avons autant de problèmes avec la drogue dans le monde actuel, avec des militaires qui sont limite obligés d'intervenir face à des cartels qui sont plus armés qu'eux, c'est que la drogue a totalement infusé dans la société. Par en haut et par en bas. Par en bas, par la baisse de la qualité et donc la baisse des prix qui a permis à Jean Paul de se shooter, et par au-dessus. La drogue est un énorme problème. On l'a bien vu avec l'affaire Pierre Palmade, on le voit bien dans le monde des sports avec tout ce qui est le dopage, on le voit malheureusement aussi en politique, hein. L'histoire de ce sénateur qui a drogué sa copine parlementaire pour lui waka waka l'usine à mettre des êtres. Voilà. Et ça, c'est pas des incidents circonscrits. Il y a un problème. Il y a un problème. Ils se grattent tous le nez, il y a un souci. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas lutter efficacement contre les trafiquants de drogue. Vous imaginez qu'on a aujourd'hui des trafiquants de drogue qui ont les moyens financiers et militaires que 65% des États dans le monde aimeraient avoir. C'est qu'il y a des grosses sommes en jeu. Et ça prouve bien qu'il y a un souci, qu'il y a un laisser-faire. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation telle, voilà, ça démontre bien cela. Et enfin, le troisième poison, ça, j'ai employé énormément, mais on l'a bien vu, par exemple, avec une affaire de style Epstein, c'est la pédocriminalité. Et le sexe en général. Nos élites sont accros au cul, et puis pas du cul gentil, tu vois, du truc hardcore, du machin, limite condamnable par la loi, condamnable par la moralité. Et ça, c'est une corollaire toute simple du pouvoir. Une simple corollaire du pouvoir qui est que j'obtiens tout dans ma vie. J'obtiens tout. D'accord, très bien. Donc maintenant, si une femme me dit non, je suis pas visuel comme ils disent non. Donc je la viole. Ça fait des SK, ça fait Sofitel. Et donc, tant que ces élites seront sous ces poisons, elles ne pourront pas être légitimes, elles ne pourront pas être efficaces pour lutter sur les grands sujets, qui est la protection de nos enfants face à la pédocriminalité, la lutte contre la drogue, et la lutte sociale et souveraine, pour le souverainisme social. Et donc là, on est dans la merde avec des cas comme ça, et on fait avec, malheureusement, mais c'est indicateur des grands maux de nos élites
qui n'ont plus que d'élite le nom, mais n'ont pas les comportements pour être les leaders de nos sociétés. Après, il faut nuancer, toutes les élites ne sont pas comme ça, mais malheureusement, l'actualité et l'image qu'elle nous en donne nous pousse malheureusement à généraliser.